Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans notre suite de séries de vidéos éducatives. Il me semble essentiel qu'on fasse un gros point sur la mise à jour récente de Denkun sur le réseau Ethereum et des solutions de scalabilité Layer 2, puisque donc effectivement cette mise à jour critique s'est enfin produite. On en avait déjà parlé, on avait déconstruit déjà une bonne partie des fondamentaux qui allaient bouger avec cette mise à jour avant même qu'elle se produise, dans l'anticipation évidemment qu'elle se produirait sans problème et qu'elle produirait bien les effets escomptés. C'est donc chose faite, en tout cas c'est confirmé par les premiers points de données sur les jours qui suivent cette mise à jour critique, c'est produite donc mercredi dernier. Et comme on va en parler évidemment aujourd'hui, et surtout on va introduire certains métriques dans les suivis hebdomadaires qu'on fait comme toujours sur TradingView chaque semaine. Et donc je voulais vous expliquer un peu les tenants et aboutissants de ce qu'on va regarder, pourquoi, dans quel cadre, à quoi vont servir ces nouveaux points de données. Bref, donc, comme on l'avait dit et redit et re-redit des centaines de fois, Denkun n'était pas une petite mise à jour à la con, c'était une mise à jour en rupture technologique potentielle pour Ethereum, à la seule condition évidemment que la mise à jour se produise correctement et que les effets escomptés soient là, ce qui est bien le cas. Maintenant, on va le voir aussi, certains des premiers points de données sont associés à pas mal de variables qu'on va essayer donc d'identifier et de vous faire comprendre pour regarder donc comment ils vont évoluer dans les prochaines semaines et mois pour confirmer ou non, ou en tout cas éventuellement signaler un changement de trajectoire par rapport à ces différents modèles économiques qui évoluent en temps réel. Ok, donc petit rappel des choses importantes sur Ethereum pour ceux qui ne regarderaient que cette vidéo sans les suivis hebdomadaires, sans vous faire la rétrospective totale. D'accord, notre stratégie ici de gestion est associée sur des timeframes hebdomadaires mensuels, donc ils ne peuvent pas s'extrapoler sans une valeur réelle sous-jacente, autrement dit des fondamentaux. Ça veut dire les tendances qu'on a en cours sur Ethereum, sur ces structures de VAC5 alternatives, avec donc le piège spéculatif qu'on a mangé avec le bear market de 2022, où nombreux se sont fait avoir, moi y compris, sur la stratégie du super cycle, entre guillemets, et donc d'une tendance Ethereum qui s'extrapolerait sur un cycle plus long avec une rupture des cycles habituels de 4 ans, ce qui n'a pas du tout été le cas, donc on s'est remangé un bear, mais qui ne fait que construire une structure de tendance alternative, dont les objectifs finaux se situent aujourd'hui au-delà de 9000 $ avec de la valeur, donc j'entends bien, Ethereum devrait trader au-dessus de 9000 et y rester. Évidemment, trouver le sommet en termes de prix, c'est incompatible, puisque c'est de la spéculation et de la contrainte offre et demande. Mais voilà les états actuels de la chose. Si Ethereum est bien ce que Denkun devrait révéler qu'il est, ou en tout cas Denkun et les futures mises à jour, on devrait retrouver à terme un Ethereum qui s'installe au moins au-dessus de 9000 $ en valeur, et qui y restera. J'ai bien dit, ce n'est pas une bulle qui va se dégonfler derrière, une tendance déplace bien la valeur avec les prix. Bon voilà, donc à partir de ce prérequis technique, qui pour l'instant est toujours valide, et ce tant qu'on ne se réinstalle pas durablement sous cette moyenne ascendante, on présume donc de la viabilité technique. Le fait que l'Ethereum s'est déjà déplacé plutôt vers des résistances plus que des supports montre qu'effectivement le biais de marché se situe plutôt positivement avec cette mise à jour Denkun et derrière les prérequis techniques qu'on veut voir pour confirmer cette rupture, la rupture finale, la troisième dans le cycle, qui devrait nous amener vers cette zone de valeur finale au-dessus de 9000 $. Maintenant, il se peut très bien qu'on tergiverse un peu. Et ça va être toute la légitimité de la vidéo aujourd'hui d'expliquer quelles sont les métriques qui, pour ma part, soutiendraient un breakout anticipé des prix. Je vous rappelle qu'il devra être de toute façon suivi de fondamentaux, donc il faut qu'on ait des bases solides pour initier ce breakout durablement. Sinon, si on voit effectivement que certains de ces métriques s'avèrent être un petit peu plus fragiles ou en tout cas moins directionnels que ce qu'on pouvait prévoir initialement, il est possible qu'il y ait une forme de reflux spéculatif où on travaillerait dans ce cas-là une forme d'accumulation ou en tout cas une forme de temporisation à plat avant d'attaquer réellement le breakout avec des fondamentaux solides. Puisque c'est bien nécessaire ici, le lien entre prix et valeur ne peut pas être dissocié sur les timeframes dont nous faisons référence ici. Bon, par rapport à cette compréhension essentielle, on ne peut pas se déplacer sans la valeur, il s'agit donc de se dire, du coup, est-ce que Denkun délivre? Bon, les chiffres sont franchement sans appel, il suffit de regarder ça. Si on regarde, entre guillemets, le prix d'exécution moyen sur un Layer 2 avant l'upgrade, on se situait grosso merdo entre différents compétiteurs avec différentes solutions de scalabilité. Moyenne, on était à peu près de l'ordre de 50 centimes par transaction sur un Layer 2, avec un peu de variance évidemment entre les différentes solutions. Bon, petit à petit, on voit vite donc la mise en place de Denkun écosystème par écosystème. Et on le voit aujourd'hui, l'état actuel de ce marché, d'accord? Donc on le voit différent. Vous voyez, hop, par exemple ici, Starknet, boum, mise à jour Denkun,
chute directe, brutale, c'est-à-dire à partir du moment où ces solutions de scalabilité layer 2 utilisent le blob space et transitionnent sur cet espace blob space, on voit tout simplement la chute radicale. Certains n'ont pas encore opéré cette transition ou le font de façon plus graduelle, mais ceux qui l'ont fait, c'est clairement visible. Deux camps se séparent derrière avec deux groupes de valorisation qu'on voit très visiblement ici. Il y a deux groupes qui se forment, donc avec ceux par exemple comme ZK5 Era et Arbitrum, qui se situent aujourd'hui vers 6 ou 7 centimes pour une transaction avec l'utilisation du blob space, et à contrario, les autres encore moins chers, donc aujourd'hui les Base, OP Mainnet, Starknet, Zora, qui se situent à 1 centime et moins. On est en dessous d'1 centime par transaction. Pour le cas de Base, là, vous voyez, on est carrément à 0,3 centimes, donc c'est complètement inexistant. Maintenant, donc, comme on l'a dit, il va y avoir des variables à surveiller dans les prochaines semaines pour voir où va se stabiliser ce nouvel état de marché après la rupture, c'est-à-dire passer d'un état passé à un état présent radicalement différent. Et on l'avait dit, hein, les ingénieurs Ethereum, rien à voir avec les DGen et les VC de Solana qui vous vendent des narratifs à la con. Là, concrètement, ils nous avaient dit qu'il fallait s'attendre légitimement à des baisses de l'ordre de 90% sur les gas fees. Bon, ce qu'on voit, c'est que non seulement c'est minimum 90%, mais pour certains, c'est plus de 99%. Certaines transactions aujourd'hui, donc comme on l'a vu, se processent bien largement en dessous de 99%. C'est une vraie rupture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement fondamental. Maintenant, la question qu'il faut se poser tout de suite, immédiatement derrière, c'est quels sont les trade-offs ? Comment on a pu obtenir cette mise à jour? Est-ce que c'est une sorte d'artifice comptable qui cache en fait la réalité ou pas? Eh bien, la réponse c'est non. Parce que comme on l'avait vu et comme on l'avait détricoté, la mise à jour d'Enkun n'est pas une seule mise à jour magique qui d'un coup coupe les coups. C'est une mise à jour qui s'est inscrite dans un ensemble de mises à jour qui avait déjà en fait commencé pour Ethereum depuis il y a déjà bien longtemps, qui a été introduit dans la roadmap d'Ethereum qui, contrairement à certains écosystèmes où la roadmap est complètement bidon, voire irréalisable, ou carrément même pas du tout disclose, là, sur Ethereum, on a une roadmap claire. On sait très bien d'où on vient, où on est, où on va. Et Denkun est un point de pivot essentiel. Ce pivot a été amorcé non pas comme ça d'un coup et pas annoncé, il est annoncé déjà depuis des années, en fait. Cette solution de scalabilité, elle s'est étalée sur plusieurs étapes. La première, c'était d'amorcer une transition vers un système Proof of Stake, avec l'introduction d'un fee mécanisme qui était donc l'EIP 1559. La deuxième étape dans les changements fondamentaux d'Ethereum, c'était l'introduction derrière ce mécanisme Switch Proof of Stake, remplacer le système Proof of Work alors même que la blockchain continue d'opérer, interrompre le fonctionnement du Proof of Work et donc de supprimer l'émission des blocs nécessaires pour ce mining Proof of Work. Ce que ça a donné comme résultat derrière, c'était l'entrée dans une phase où Ethereum a totalement offset son système d'inflation, c'est-à-dire que ce système de fee burn qu'on a eu sur le IP 1559 a totalement compensé l'émission du réseau. On l'a même vu depuis, certains pics d'activité du réseau ont même créé des phases légèrement déflationnistes pour le token. Ces phases déflationnistes ne sont pas du tout aussi stratosphériques que certains voudraient le vendre dans l'écosystème Ethereum aussi, mais réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien plus de tokens brûlés que de tokens produits pour sécuriser le proof of stake. Par contre, ce que Denkun pourrait changer avec cette migration de l'activité sur des layers 2 qui aujourd'hui coûtent une fraction de l'exécution du layer 1 qui, elle, n'a pas bougé. Je le rappelle, et c'est essentiel, la scalabilité de Denkun et cette mise à jour ne touche pas les gas fees sur le layer 1 qui reste toujours aussi cher. Par contre, ce que cette mise à jour va faire, c'est transiter une très large partie de l'activité vers les layers 2. Une très large partie de cette activité, pour ma part, proviendra des alt layer 1 qui s'étaient dépositionnés en Ethereum Killer sur le cycle précédent. Les Solana, machin, etc. qu'on a vu de partout vont probablement souffrir dramatiquement de cette mise à jour d'Enkun qui tout simplement détruit la compétition par cette baisse tellement significative des coûts. Nombreux sont ces écosystèmes qui se sont défendus de processer des transactions à quelques centimes, etc. Aujourd'hui, Ethereum fait la même chose sur ses solutions de seconde couche. Clairement, il y a des trade-offs, on l'a vu, ça nécessite la couche de data availability qui elle-même introduit son coût, mais ces trade-offs vont petit à petit se supprimer. Rappel, les couches de data availability sont temporaires, dans la roadmap Ethereum, il est bien clairement spécifié qu'une couche de data availability on-chain exécutée par le consensus Ethereum est en progrès et sera dans la roadmap. Elle y est déjà. Donc, encore une fois, attention, les services de data availability pour Ethereum sont bien temporaires puisque cette solution va migrer on-chain sur le réseau primaire. Voilà. Donc les compromis qui sont faits aujourd'hui
sur la scalabilité de seconde couche sont des compromis temporaires qui seront résolus de façon absolument aucun compromis de sécurité, vont être mis en place dans les prochaines années par les autres solutions de scalabilité à venir derrière. Enfin, les autres compléments de solutions de scalabilité. La deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que cet espace blob space est aujourd'hui contraint. Il n'est pas open bar, tout le monde peut s'en servir en tant que... Là encore, il va y avoir une contrainte et un mécanisme qui va se construire entre l'offre et la demande. Pour comprendre ça, le plus simple, c'est de regarder ce dashboard qui l'explique pour ma part très bien. Et ce dashboard, on va l'introduire durablement maintenant dans nos reviews hebdomadaires pour voir l'évolution long terme de ces mécanismes-là. Ok ? C'est très important, on ne rentre pas dans les narratifs techniques, mais juste de vous expliquer donc que la demande qui était prévue est bien là. Le blob base fee, d'accord, qui est donc lui aussi burn, se situe aujourd'hui à one way. Il n'y a pas, là encore, pour l'instant, de compétition qui fait rage, puisque la blockchain propose actuellement un maximum de 6 blobs par bloc, d'accord, avec un objectif d'utilisation à 3 blobs par bloc. Actuellement, en week-end, d'accord, cette demande se situe, et elle oscille, comme on le voit, entre une moyenne horaire de 1,5 blobs par bloc et un bottom plus ou moins de l'ordre de 0,5. Autrement dit, en période de week-end, on a une demande moyenne de l'ordre d'un blob par bloc. Autrement dit, la demande est inférieure à l'offre maximale de 6 blobs. Ce qui fait donc que le blob base fee est donc payé correctement, point barre, et il n'y a pas pour l'instant de fee mécanisme qui viendrait dans le cas hypothétique d'une demande supérieure à l'offre. Ce qu'il s'agit donc de comprendre, c'est qu'il y a bien encore ici une contrainte d'équilibre économique à faire entre l'espace de blob limité à 6 par bloc pour l'instant, et ça va durer un bon moment, mais cet espace va être augmenté durant les prochaines mises à jour d'Ethereum. Dans les prochains hard forks des années à venir, ces solutions de scalabilité ont été, par les ingénieurs Ethereum, prévues comme étant de l'ordre de 3 fois par an. Ça veut dire, par année, on s'attend à multiplier le nombre de blobs de l'année précédente par 3. Autrement dit, ce n'est pas juste une rupture technologique qui vient de se produire avec Denkun, ce n'est que le premier tir de semonce avant plusieurs autres à venir. Par contre, maintenant qu'on est sur cet espace limité à 6 pour l'espace actuel et qui devrait perdurer pendant plusieurs trimestres en tout cas, si on vient à avoir une demande supérieure à l'offre, il faudra prendre en compte et surveiller ça chaque semaine, comment le modèle économique va répondre. Est-ce que là encore, le modèle de bidding type EIP 1559 va faire voler en éclats les gas fees pour exécuter ces blobs? Et dans ce cas-là, on va se retrouver dans le même système d'engorgement que pendant le bull run de 2021, avec des blob space qui vont se retrouver en compétition les uns avec les autres. Autrement dit, différentes solutions de scalabilité layer 2 se battant pour le même espace, et on revivrait l'équivalent de 2021, avec dans ce cas-là ces transactions à faible coût qu'on voit par exemple ici de l'ordre de quelques millièmes de dollars, enfin en tout cas on est sur des centimes, des fractions de centimes, eh bien on pourrait tout à fait subir des effets multiplicateurs par un mécanisme d'offre et de demande avec une offre contrainte à 6 blobs par bloc. Ça c'est le premier mécanisme qu'il va donc falloir qu'on surveille de façon régulière dans les prochaines semaines. La deuxième chose, comme on l'a dit, c'est le prix d'Ether. C'est de dire ici, le fee-based mécanisme est en way, donc en unité de compte Ethereum. Si Ethereum quitte la zone actuelle de 3008 pour se diriger durablement au-dessus des 9000, et là encore, attention, 9000 n'est qu'un plancher, on peut aller bien au-delà de ça, que se passe-t-il si le prix de l'Ethereum se retrouve multiplié par 3 ou par 4? Eh bien, mécaniquement, le coût inhérent en dollars par transaction va être multiplié par 3 ou par 4. Autrement dit, on retournerait sur des valeurs de l'ordre de 20 à 30 centimes sur les layers 2 un petit peu plus cher, et de quelques centimes, 5 à peu près, 4 ou 5, sur les solutions les plus économiques. Mais si on additionne à ces mêmes chiffres une contrainte d'espace de bloc, qui ajoute à plus de ça un frais variable, et plus il y a de demandes, plus le prix monte, on peut tout à fait revoir dans ce cas-là des solutions de couche layer 2 qui redeviennent relativement chères, en tout cas plus chères que les prix que l'on voit là. C'est ça qu'il faudra surveiller, et pour ma part, ça peut venir de là, l'effet de surprise post-Denkun, si là encore on se retrouve avec un fee mécanisme. Mais par contre, qui profiterait de toute façon de cette compétition inhérente avec une surdemande par rapport à l'offre des layers 2? C'est bien évidemment le mainnet layer 1 qui profitera de ces fees qui sont largement payés dans ce cas-là par les opérateurs de layer 2. Voilà les mécanismes à comprendre sur la mise à jour d'Enkun.
Comment ça va se produire réellement dans les prochains mois et trimestres, c'est ça qu'il faudra regarder, parce que les implications que ça va avoir sont diverses. Il y a bien quelque chose dont on est pratiquement sûr, c'est comme on l'a dit, si on regarde la structure de prix par rapport à Ethereum, sur le layer 1, on anticipe de toute façon que la rupture ait lieu. La question c'est plutôt quand. Est-ce que le moment opportun, c'est maintenant? Autrement dit, dans ce cas-là, la demande sur les layers 2 explose, on se retrouve avec une nouvelle demande croissante sur le layer 1, mais via le blob space, cette fois, qui se mettrait à payer des priority fees énormes aux validateurs, et donc dans ce cas-là des frais de réseau qui augmentent, mais qui se traduiraient de façon inévitable par une augmentation du coût sur les layers 2. La variable d'ajustement, c'est de comprendre qu'en revanche, si le nombre de transactions process sur ces layers 2 augmente de facto aussi, c'est donc une autre variable dans l'équation. Si on a, donc il s'agit de comprendre le blob space partage un espace. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce blob, l'espace de données est limité, mais les solutions de scalabilité offrent des taux de compression très efficaces. Qu'il s'agit de dire on peut agglomérer énormément de transactions dans ces espaces de blocs limités de blob. Mais il s'agit bien de comprendre que s'il y a donc beaucoup de demandes à ce moment-là, même si le gaz de blob est cher, mais qu'on peut mettre plus de transactions en termes de compression dans ce blob, le coût inhérent peut être partagé entre les utilisateurs. Il s'agit donc de comprendre que l'autre variable d'ajustement, c'est les TPS. TPS qui, on l'a vu depuis déjà plusieurs semaines, mois, trimestres, puisqu'on analyse cette hausse significative des TPS depuis à peu près mi-2021. Ça fait pratiquement 2 ans et demi, enfin 2 ans en tout cas, qu'on étudie ces structures-là, et qu'on voit la hausse progressive, qui n'est tout sauf un truc de degen débile qui s'envoie dans la stratosphère. On a bien vu ces phases de succession de range, rupture, qui présument ici de structures en vague étendue, de structures en multi-time frame, qui est donc la constitution de plusieurs ranges qui sont cassés les uns après les autres et qui construisent ces structures paraboliques durables, c'est-à-dire ces structures S-curve, où on va avoir une parabole temporaire avant de trouver un nouvel état stable plus haut. Donc, on a tous les éléments ici qui invitent à penser qu'en termes de croissance des TPS, donc d'activité sur ces layers 2, non seulement Denkun n'est que le catalyseur, mais ça fait déjà longtemps qu'on prépare cette mise à jour, qui fait donc que ce n'est pas juste un effet d'emballement de court terme qui va se cracher aussi vite, c'est probablement quelque chose de durable. On s'attend à voir les transactions sur les layers 2 augmenter de façon significative. Aujourd'hui, elles sont à 139. Denkun, c'est probablement de l'huile sur un feu déjà existant, qui pourrait amener ces TPS dans des niveaux complètement fous. La chose à comprendre ici, c'est donc si on entre en phase parabolique de croissance sur les TPS, ça peut mécaniquement faire rebaisser le coût inhérent par transaction si, malgré une demande sur l'espace de blob limité, on vient à y caster plus de transactions à l'intérieur de chaque blob. Et là, c'est là où on entre dans la compétition entre chaque layer 2. Les layers 2 capables d'attirer beaucoup de transactions et de process des blobs assez peu chers ou avec un mécanisme de blob peu cher pourront proposer des compromis en termes de coût d'exécution de transactions bien plus attractifs que les autres. À ce système-là, on voit d'ores et déjà 2 camps qui se séparent, comme on l'a vu avant. On va étudier cette durabilité dans le temps pour essayer de voir et de comprendre comment s'étudie ce système de phi mécanisme. On l'a dit, si jamais il y a une surdemande de l'espace de blob par rapport à l'offre fournie qui est aujourd'hui de 6 et qui est attendue à rester en l'état pendant pratiquement 1 à peut-être 2 ans, alors attention, même débat que 2021, demande supérieure à l'offre se traduira probablement par une hausse des fees payées par ces layers 2 au layer 1. Et dans ce cas-là, Ethereum pourrait tout à fait en profiter, en plus de l'effet de scalabilité. Très important de bien comprendre ça. Ok ? La deuxième chose qu'il est pour ma part évidente de comprendre et qui fait écho au fait que j'ai fait une vidéo sur Solana hier, vidéo, je le répète, très à charge, mais pour une raison évidente, puisque je vous l'ai dit, il faut déconstruire certains des narratifs bidons qui sont vendus par les VC et autres gens mal intentionnés sur cette chaîne, puisque donc opposer les chiffres comparables, il faut donc supprimer tout le délire qu'il y a sur cette blockchain Solana. Donc Solana ne processe absolument pas 3-4 000 TPS, c'est complètement bidon. On l'a vu, les transactions réelles hors vote des validateurs se situent à peu près à 700. Ce qu'on peut noter en plus, c'est que de ces 700 TPS réels, il y en a probablement 80% qui sont complètement bidons, par des robots d'arbitrage qui s'arbitrent les uns les autres à droite à gauche dans une espèce de micmac spéculatif complètement débile. Donc,
et probablement manipulé, hein, on l'a dit en plus de ça, ça sent quand même la manipulation VC derrière de ces fameuses transactions à bas coût payées par des vrais dollars subventionnés par des VC. Donc bon, on l'a dit, même si ça ici c'était la partie un peu plus spéculative, je pense qu'il n'y a que 20% des TPS réels de Solana qui sont réels. Ça veut dire, sur les 4000 annoncés, il n'y en a que 700 de vrais, mais sur les 700 de vrais, il y en a probablement que 100 ou 200 de réels. Donc aujourd'hui, la seule chose qui est en train de se produire, et on manque pour l'instant de points de données, c'est de dire cumuler les Layer 2 sont aujourd'hui en compétition directe avec l'exécution réelle de Solana, si on enlève tout le délire spéculatif par-dessus. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que ce n'est pas 3-4 points de données qui vont suffire. Par contre, l'historique ici nous montre que non seulement les probabilités de se poursuivre sont significatives, mais qu'on n'a probablement pas fini. En tout cas, la phase parabolique pourrait tout à fait s'étendre plus loin. Donc la seule chose qui résulte principalement de la mise à jour d'Encun, c'est que pour la première fois, Solana a un compétiteur. Et un compétiteur qui fait mal, parce que ce n'est pas un compétiteur qui émerge ex nihilo d'un coup n'importe comment, c'est un compétiteur qui a préparé sa rupture technologique depuis 2 ans et demi. Et qui, pire que ça, a encore long sous le capot en termes de capacité d'amélioration de cette scalabilité dans les années à venir. Et qui ne fait pas de compromis de sécurité. Il y a des compromis de sécurité pendant quelques temps, le temps que la data availability migre sur le layer 1, etc., entre autres. Dans ce cas-là, on fait appel à des third parties, mais encore une fois, Solana fait des trade-offs lui aussi. Je vous rappelle que Solana n'a pas du tout l'argent pour process toutes ces TPS à la con et les stocker sur la chaîne principale qui commence à aujourd'hui faire une taille critique. Donc, pour que Solana reste décentralisé, il va être confronté au même problème de data availability que les Layer 2 aujourd'hui. Donc, encore une fois, cette bataille va faire rage. Je suis très loin de me positionner pour dire que l'un va gagner. Je dis simplement une chose qui est évidente, c'est qu'en revanche, l'espace de blob sur le Layer 2 Ethereum est effectivement exécuté par plusieurs chaînes. Il est encore très difficile d'imaginer qu'un leader se produise à la sortie de cette révolution fondamentale qui est apportée par Dencun. Il faudra étudier ça dans les prochaines semaines, et clairement on le fera comme d'hab chaque semaine. Il faudra étudier cette dynamique et regarder comment elle se passe. Une chose est sûre, c'est que même si on prend le leader pour l'instant sur une journée à 44 TPS, même si on enlève tout le délire bidon des chiffres pipotés sur Solana, on est quand même dans les distributions en loi de Pareto. Puisque Solana, même s'il ne processe que 150-200 transactions réelles, le suivant en lice, Arbitrum, n'en processe que 45. On est donc dans les lois de distribution de Pareto qu'on connaît. C'est-à-dire que Solana reste pour l'instant leader incontesté de la vitesse verticale qu'il peut produire. Mais attention au Layer 2. Voilà ce qu'il faudra surveiller. Si Solana veut rester le number one leader de ces TPS, il doit améliorer lui aussi, et pas avec des chiffres pipotés à grands coups de robots. D'accord ? Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans cet écosystème, pour ma part, donc, ce que fait Dencun, c'est démarrer enfin une vraie compétition sur cet axe de scalabilité. Parce que jusqu'ici, Solana avait 2 avantages, la vitesse de transaction, même avec les chiffres pipotés, on était très loin devant la compétition, mais la compétition accélère très vite et avec des fonctions paraboliques, et il y avait le deuxième aspect du coût de transaction qui était complètement défavorable sur Ethereum. Même si les gens étaient prêts à payer ces coûts de transaction largement élevés, aujourd'hui, le gap est presque nul. Entre le prix de transaction sur Solana et sur les Layer 2, on est clairement comparable. Autrement dit, la vraie bataille, elle commence. Donc, pour ma part, ce que ça sous-entend et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que pour ma part, plusieurs choses vont changer à la suite de Dencun. Certaines sont pratiquement garanties, d'autres vont être suivies dans les prochains mois pour voir l'amplitude et la complexité qu'elles vont avoir sur ce mécanisme dont plusieurs variables peuvent produire différents résultats. Mais une chose est sûre, pour ma part, le délire Solana versus Ethereum, c'est mort. Il faut arrêter, c'est mort. En fait, aujourd'hui, Ethereum est la place centrale de cette scalabilité de Layer 2 qui entre en compétition directe avec Solana. Je pense que le délire d'essayer de valoriser Solana en fonction d'Ethereum va se manger une claque vénère sur tous ceux qui s'amusent à jouer ce jeu. Ce n'est qu'un message envoyé, je peux me tromper, mais je pense que ça mettra pas longtemps à arriver. Donc ça, je pense que c'est terminé. Ethereum est installé et il n'est pas du tout dans le même game que Solana. Solana, par contre, est dans le même game que les Layer 2. Et je pense qu'il y a une très belle bataille à venir ici. N'oubliez pas que si vous en retenez, super, du coup j'achète des Layer 2, n'oubliez pas que pour la plupart, ils ont une énorme dilution de leur token supply avec beaucoup d'inflation à venir. C'est les mêmes problèmes que connaissait Solana en 2021 d'ailleurs. Donc attention à ces effets-là
ne tergiversissez pas trop là-dessus, ou en tout cas ne simplifiez pas les raisonnements qui sont plus complexes. Faites toujours une analyse fondamentale des tokens avant d'acheter quoi que ce soit. Mais voilà où la bataille elle est. Je pense que cette bataille est morte, mais celle-ci commence. Mais il y a autre chose dont je pense qu'il faut qu'on parle. C'est du ratio Ethereum-Bitcoin. Parce que je pense que, comme on l'a vu, les implications des mécanismes économiques sur les layers 2 peuvent avoir des effets sur le layer 1, et des effets notables. Si ces effets venaient à déplacer les lois de Pareto que je vois actuellement quand j'étudie l'effet Ethereum-Bitcoin, c'est-à-dire, rappel, ces lois de Pareto, elles se traduisent sur les spread charts en market cap, quand on regarde le dominant par rapport à celui qui se trouve en dessous, d'accord, et on les regarde évidemment en market cap, et qu'on regarde le pourcentage du plus petit sur le plus grand, c'est-à-dire ce que voit ce graphique, ça nous dit par exemple la market cap d'Ethereum pèse 32% de la market cap Bitcoin. Dans ce cas-là, nos fameuses lois de Pareto, elles se répartissent par 3 zones qui définissent ce qu'on a vu tout à l'heure avec les petits points en loi de Pareto, d'accord, leader, suivant, et etc. Pour renverser ces états, on passe par différentes zones de valorisation relative. Ces zones, elles sont, comme je vous l'ai toujours dit, entre 3 et 5%, ça veut dire « Eh oh, j'existe ». 10 à 15, c'est « Eh, j'existe, mais je suis en plus un compétiteur légitime ». Et la zone 30 à 50, c'est bien au-delà de ça. C'est pas simplement le compétiteur légitime, là c'est carrément le challenger. C'est de dire, non seulement je suis légitime, mais en plus de ça, si jamais j'ai des fondamentaux qui supportent, j'aurais même envie d'aller au-delà de ça. Et c'est pour ça que je vous avais alerté plusieurs fois sur cette zone critique, qui est donc en plus de ça une zone technique spéculative, on est bien sous les contextes sur une moyenne ascendante avec des signaux de tendance, m'invitant à dire, si Ether réalise sa rupture technique à travers Denkun et ses solutions de scalabilité layer 2, mais que ça vient à avoir un impact positif sur le layer 1, ce qui risque de se produire, c'est une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et si tel était le cas, c'est-à-dire si ces signaux de tendance sur une moyenne ascendante venaient à réagir positivement sur la zone spéculative, il est fort probable que si on tente de rallier les 50%, on ait un effet positif avec des creux et sommets ascendants qui nous feraient sortir par le haut de cette zone. Ça veut dire que dans ce cas-là, Ethereum tenterait, à mon avis, de déborder les sommets précédents pour entrer peut-être en price discovery. C'est la deuxième chose, pour ma part beaucoup plus complexe à gérer parce que l'équation ici comporte énormément de variables, à la fois sur les layers 2 mais aussi sur le layer 1, qui m'invite à dire, je suis beaucoup moins prononcé sur celui-ci, je pense qu'on est sur des timeframes beaucoup plus longs ici pour voir ces choses-là se produire, mais je pense que Denkun pourrait avoir des impacts ici et il faudra donc le surveiller. On ne regarde pas simplement cette bataille, en fait, entre Solana et les layers 2, qui pour ma part est la bataille frontale qui a démarré avec la mise à jour Denkun. Il y a pour ma part une autre bataille à surveiller quant à l'axe sécurité et cette bataille de dominance entre Bitcoin et Ethereum. C'est hyper important de comprendre ça. D'accord ? Donc, je dis bien, surveillons ces deux axes-là. Voilà ce qui, pour ma part, doit être surveillé par des gens un peu smart par rapport à la mise à jour Denkun, bien au-delà des narratifs de court terme à débiles. Je pense qu'il y a de la vraie valeur fondamentale qui est en train de bouger. Et comme on l'a vu, je pense que c'est en faveur des layers 2. Par contre, si vous vous dites j'achète juste des tokens de layer 2 et je vends Solana, n'oubliez pas que ces tokens de layer 2 vont subir de très fortes dilutions dans les trimestres à venir. Maintenant, est-ce que Solana va pouvoir être le leader incontesté de la scalabilité comme il l'était jusque-là? Je pense que ça aussi, c'est fini. Donc, beaucoup de prudence sur cet axe de la scalabilité. La bataille va être rude, la volatilité sera violente à court terme, mais je pense que des mouvements de long terme, durables, sont déjà en train de se préparer et je pense qu'ils favorisent les layers 2. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, bon week-end, ciao ciao!